Beaucoup de gens s'imaginent qu'en s'expatriant, le plan est super simple. On fait ses cartons, on prend l'avion, on trouve un appart et on laisse son assurance vie française bien au chaud. Bah oui, on a tous un peu cette image mentale de l'épargne qui continue de bosser toute seule. Ouais, pendant qu'on découvre une nouvelle vie sous les palmiers ou dans une grande métropole américaine. Sauf qu'en fait, la réalité est vraiment différente. Totalement différente, ouais. Il y a un paradoxe assez ouf quand on quitte la France. On part pour de nouvelles opportunités, pour mieux gagner sa vie, et on risque de se retrouver pris en otage financièrement par sa propre banque. C'est exactement ça. Et donc, notre mission aujourd'hui dans cette analyse en profondeur, c'est de décortiquer un document incontournable. C'est un guide ultra détaillé publié en mars 2026 par le site Le Conseiller Fiscal. Et c'est vraiment la référence pour les expatriés. Oui, c'est une mine d'or, ce document. Le but, c'est de comprendre pourquoi l'assurance vie luxembourgeoise, qui est souvent vue comme un truc de riche, est en fait une arme secrète indispensable pour quiconque quitte la France. C'est le mot juste. C'est un mécanisme de survie. Parce que le réveil administratif, il peut faire très mal. En France, l'assurance vie, c'est le couteau suisse du patrimoine. C'est la base. Tout le monde en a une. Voilà. Mais dès qu'on passe la frontière et qu'on devient non-résident fiscal, ce contrat montre de très grosses limites. Le diagnostic du conseiller fiscal est sans appel là-dessus. On parle de quoi concrètement comme problématique? Imaginons une situation super basique. Quelqu'un qui vient de s'installer à l'étranger et qui veut juste faire un virement depuis son nouveau compte vers son contrat français, juste pour continuer à épargner. Dans 90% des cas, l'assureur français va tout bonnement rejeter le versement. Rejeter un versement? Mais c'est absurde! Le modèle économique d'une banque, c'est littéralement de prendre notre argent. C'est absurde pour le client, on est d'accord, mais du côté de la banque, c'est la panique totale. L'assureur va te sortir la carte de la fameuse conformité réglementaire. Ah, la conformité, le mot magique. Exactement. Les banques françaises ont une peur bleue des lois internationales sur le blanchiment ou des lois américaines qui s'appliquent partout. Elles n'ont pas les équipes pour vérifier d'où vient l'argent d'un non-résident. Du coup, principe de précaution, elles gèlent tout. L'épargne est complètement paralysée. Voilà, on peut plus rien verser. Ce qui donne des situations lunaires. Genre, on envoie un courrier recommandé depuis Singapour pour débloquer le truc, ça met 3 semaines à arriver, l'assureur répond par courrier postal que la signature est à l'encre bleue au lieu de l'encre noire. C'est un classique de la bureaucratie française. Pendant ce temps-là, l'argent dort. Mais le gel des versements, c'est pas le seul obstacle. Il y a aussi la question de la sortie de l'argent. Et c'est là que ça fait mal au portefeuille. Le guide met bien en lumière la fiscalité punitive à la sortie. Quand on fait un retrait, on subit une retenue à la source par l'État français. Directement à la source. Bim. Bim, comme tu dis. S'il n'y a pas une convention fiscale spécifique entre la France et le nouveau pays, c'est une ponction de 7,5% ou de 12,8% sur les gains selon l'âge du contrat. C'est un impôt pur et dur, avant même que l'argent traverse la frontière. Donc on comprend mieux pourquoi contourner ces blocages est devenu vital. Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet avec le Luxembourg. Le guide du conseiller fiscal identifie plusieurs pièges du système français. Le premier piège, c'est un chiffre qui fait un peu froid dans le dos. Le plafond de garantie? C'est ça, le plafond de verre de la sécurité. En France, on nous vend la sécurité absolue de l'assurance vie. On nous dit que si la banque coule, l'État garantit l'argent via le FGAP, le Fonds de garantie des assurances de personnes. Sauf que ce plafond, il est de seulement 70 000 € par assureur. 70 000 €, ça va hyper vite. Imaginons quelqu'un qui vend un appartement à Lyon, avant de s'expatrier, il place 400 000 €. S'il y a une grosse crise systémique et que la banque fait faillite, il a 330 000 € qui sont totalement hors garantie. C'est une faille gigantesque. Et face à ça, le Luxembourg oppose un concept redoutable. Le guide l'appelle le triangle de sécurité. C'est un vrai coffre-fort juridique. Alors, démystifions un peu ça, parce que triangle de sécurité, ça sonne très jargon financier. Comment ça marche en vrai? Faisons une analogie toute simple. Le système français, c'est une piscine municipale géante. L'argent des clients est mélangé avec l'argent de la banque elle-même. Si la piscine se vide parce que la banque fait faillite, tout le monde coule avec. D'accord. Donc l'argent est dans le bilan de la banque. Exactement. Le Luxembourg, c'est l'opposé. C'est comme une immense salle des coffres avec des compartiments individuels. Le triangle repose sur 3 piliers. L'assureur d'un côté, une banque dépositaire totalement indépendante de l'autre et l'État luxembourgeois qui surveille via le commissariat aux assurances. Donc la compagnie d'assurance qui te vend le contrat n'a pas physiquement ton argent sur ses comptes. C'est la règle d'or absolue. L'argent est strictement ségrégué, il est logé chez ce dépositaire indépendant. L'assureur n'a même pas les clés pour partir avec la caisse. Tout mouvement doit être validé par l'organe de contrôle de l'État.
Ce qui veut dire que si l'assureur fait faillite, ses créanciers ne peuvent pas venir se servir dans notre épargne. Pas du tout. Les clients ont un super privilège de premier rang. Le résultat concret, c'est que la protection du capital n'a aucun plafond. Que tu aies 100 000 € ou 2 millions d'euros sur le contrat, l'intégralité est protégée par la loi. On passe d'un petit 70 000 € en France à une sécurité illimitée au Luxembourg. C'est vertigineux comme différence. Mais le risque de faillite, bon, c'est pas tous les jours. Il y a un autre trou dans la raquette que le rapport pointe du doigt, un piège beaucoup plus quotidien. C'est la prison de l'euro. Ah oui, le risque de change. Bah oui, un contrat français, par définition, ça ne parle qu'une seule langue, l'euro. Ce qui est une contrainte énorme quand on bouge à l'international. Prenons l'exemple d'une personne qui part bosser en Suisse. Elle vit à Genève, elle gagne des francs suisses, elle paie ses courses en francs suisses. Et si elle veut épargner sur son vieux contrat français, elle doit convertir. À chaque virement. Et la banque se sert au passage avec des frais de change et un taux bien défavorable. C'est la double peine. Parce que si, dans 5 ans, cette personne veut acheter un chalet en Suisse et a besoin de son argent, elle retire des euros qu'elle doit reconvertir en francs suisses, on se fait plumer à chaque passage de frontière. C'est exactement ça. Et c'est là que l'option luxembourgeoise déploie toute sa force, avec le fonctionnement multidevise. Le contrat luxembourgeois s'adapte à ta vie. Tu peux le libeller en euros, en dollars, en francs suisses, en livres sterling. Si tu bosses à New York, tu épargnes en dollars. Point. Aucune friction. C'est un gain financier majeur. Si on fait un petit tableau comparatif mental, on a d'un côté l'option A, la France. Ticket d'entrée très faible, quelques centaines d'euros suffisent. Mais c'est standardisé, fermé aux non-résidents pour de nouveaux versements, coincé en euros et plafonné niveau sécurité. Et de l'autre côté, l'option B, le Luxembourg. Le sur-mesure. Mais il faut être honnête, ce sur-mesure a un prix d'entrée. C'est pas un produit qu'on ouvre avec 500 € sur une appli mobile. Ça commence à combien en général ? Le ticket d'entrée est souvent entre 25 000 et 125 000 € selon les compagnies. C'est le premier palier. Et le guide du conseiller fiscal explique super bien ce qu'on peut faire une fois ce palier franchi. Il y a 3 grands niveaux d'investissement, on va éviter le jargon autant que possible. Le premier niveau, c'est les FIC. Les fonds internes collectifs. C'est la porte d'entrée. Pour filer la métaphore, c'est comme le menu classique d'un bon restaurant. On a accès à des portefeuilles gérés, des fonds d'investissement variés, des obligations. C'est l'équivalent des unités de compte en France, mais en plus large. Ensuite, on passe au menu du chef. Le deuxième niveau, ce sont les FID. Les fonds internes dédiés, là, on entre dans la gestion privée. Le seuil est généralement autour de 250 000 €. L'avantage géant ici, c'est le sur-mesure total. Une banque privée construit un portefeuille unique juste pour cette personne, selon ses projets, sa tolérance au risque, ses convictions. Et enfin, la catégorie reine, le summum absolu, les FAS. Et là, il faut vraiment qu'on s'arrête 2 secondes parce que c'est brillant. Les fonds d'assurance spécialisés, oui. Là, on est sur des ticketages par partir d'1 million d'euros généralement. L'innovation de ce truc, c'est que l'investisseur devient acteur. On n'achète plus seulement des fonds de marché. On peut mettre ses propres actifs dans cette enveloppe fiscale. Juste pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Ça veut dire que si un expatrié crée une super start-up technologique à Singapour, il peut prendre les actions de sa propre boîte, qui n'est pas cotée en bourse, et les mettre à l'intérieur de son assurance vie luxembourgeoise. C'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle faire du private equity ou du non-coté. Le chef d'entreprise loge les titres de sa propre holding ou start-up dans le FAS. En France, avec un contrat classique, c'est quasiment impossible d'avoir ce niveau de flexibilité avec des actifs réels. Mais attendez, sortir son argent de France, loger les actions de sa propre boîte dans un montage au Luxembourg. Dans l'inconscient collectif, ça ressemble au genre de schéma qui finit au journal de 20 h pour évasion fiscale. C'est vraiment 100% légal cette histoire ? C'est une question fondamentale. Et la réponse est un immense oui. C'est 100% légal, reconnu et même codifié par les autorités européennes. Faut bien faire la distinction. L'évasion ou la fraude, c'est cacher de l'argent au fisc. C'est illégal et pénalement répréhensible. L'optimisation via le Luxembourg, c'est utiliser des cadres transparents créés par les États. Tant qu'on déclare le compte. Exactement. Tant que le contrat est déclaré dans les règles sur sa feuille d'impôt dans le pays de résidence, c'est inattaquable. Le Luxembourg d'aujourd'hui n'est plus un paradis fiscal opaque. C'est un hub d'ingénierie patrimoniale hyper réglementé. C'est rassurant de le préciser. Bon, on a vu la mécanique. Maintenant, passons à l'action. Le rapport du conseiller fiscal divise les stratégies en 3 profils types. Regardons le profil 1.
C'est la personne qui a les valises prêtes. Le départ de France est dans un mois. Elle a une belle assurance vie française. Elle fait quoi? La pire erreur, avec le stress du déménagement, ce serait de tout clôturer. De racheter le contrat à la va-vite en se disant on remet les compteurs à zéro. Il faut absolument le garder. Pourquoi le garder si on a passé 10 minutes à dire qu'il sera bloqué et inutile? Pour une notion magique en fiscalité française, l'antériorité. L'ancienneté du contrat, ça vaut de l'or en barre. La recommandation, c'est de garder le contrat ouvert, d'informer la banque du changement d'adresse et de ne plus rien verser dessus. On fige la situation. D'accord. Et en parallèle, une fois installé dans le nouveau pays, la première action, c'est d'ouvrir un contrat luxembourgeois pour y diriger toute la nouvelle épargne. On protège le passé, on optimise le futur. Profil numéro 2 maintenant. La personne est déjà installée loin de la France depuis des années. Elle vit à Dubaï, en Thaïlande ou à l'île Maurice. Elle n'a pas encore structuré son épargne. Alors là, c'est une autoroute. La stratégie, c'est de zapper la France et d'ouvrir directement au Luxembourg. Et la magie ici, c'est la neutralité fiscale luxembourgeoise. Le Luxembourg ne prélève aucun impôt à la source quand un non-résident fait un retrait. Zéro. Ce qui crée un combo incroyable avec certains pays. Prenons Dubaï aux Émirats, où l'impôt sur le revenu est à 0%. Voilà. Quelqu'un à Dubaï retire 50 000 € de plus-value sur son contrat luxembourgeois pour s'acheter un bateau. La France ne prend rien, car l'argent est au Luxembourg. Le Luxembourg ne prend rien par principe. Et Dubaï applique son taux de 0. C'est une opération blanche totale. Le gain brut est égal au gain net. C'est l'optimisation à l'état pur. Pareil pour la Thaïlande ou l'île Maurice qui ont des régimes super cléments sur les revenus étrangers. On arrive au profil 3, et c'est celui qui demande le plus d'anticipation. C'est le stratège. Quelqu'un qui est à l'étranger, disons à Londres, mais qui sait qu'un retour en France est prévu d'ici 4 ou 5 ans. Pourquoi le guide lui dit de se dépêcher d'ouvrir un contrat luxembourgeois maintenant? Parce qu'il faut jouer avec le temps. En France, la fiscalité de l'assurance vie devient ultra avantageuse après 8 ans de détention. On a droit à des abattements fiscaux massifs sur les gains. 4 600 € par an pour une personne seule et 9 200 € pour un couple. C'est énorme! Sauf que pour avoir ça, il faut attendre 8 ans. Et ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que cette horloge des 8 ans commence à tourner dès le jour de l'ouverture du contrat, peu importe où on habite à ce moment-là. Ah, donc si j'ouvre depuis Londres, l'horloge tourne. C'est ça. Tu ouvres aujourd'hui à Londres, tu rentres en France dans 4 ans, ton contrat revient virtuellement avec toi, et bam, il a déjà 4 ans d'ancienneté pour le fisc français. Plus que 4 petites années à attendre pour décrocher le jackpot des abattements. Si tu avais attendu d'être en France pour l'ouvrir, tu repartais à 0 pour 8 ans. C'est brillant comme coup d'échec. Le temps travaille pour nous. On arrive à la fin de cette analyse. Il est temps de résumer avec une checklist actionnable. 3 points très concrets à vérifier avant de faire quoi que ce soit. Point 1. Vérifier son solde actuel en France. Est-ce qu'on dépasse la barre critique des 70 000 € par banque? Si oui, le risque existe. Faut penser au Luxembourg. Absolument. Point 2. Regardez sa devise de salaire. On est payé en dollars ou en francs suisses. Les frais de conversion vont vous manger tout cru sur un contrat euro. Faut passer aux multidevises. C'est indispensable. Et point 3. Ne jamais, au grand jamais, racheter son contrat français existant sans avoir vérifié son ancienneté fiscale. Et d'ailleurs, pour conclure, il y a une dernière réflexion super intéressante qui ressort du guide. On a beaucoup parlé d'optimisation de son vivant, mais la vraie puissance cachée de la structure luxembourgeoise, c'est la transmission, l'héritage. Ah oui, c'est vrai. Comment ça se passe lors d'un décès? C'est si différent de la France? C'est le jour et la nuit. Imaginons un expat qui a bourlingué toute sa vie. Il décède, ses héritiers vivent un peu partout, genre un fils aux États-Unis, une fille au Japon. Si l'argent est bloqué en France, c'est un enfer administratif pour les enfants. La barrière de la langue, le fils français qui veut sa part, la bureaucratie. Un cauchemar. Alors que le Luxembourg, par nature, c'est conçu pour l'international. Les compagnies ont l'habitude de gérer des successions sur 5 pays en même temps. Dans les faits, le contrat luxembourgeois agit presque comme un trust familial sans frontières. Ça permet de transmettre le patrimoine avec une fluidité incroyable. C'est l'outil ultime pour protéger sa famille à long terme. Une dimension hyper rassurante pour l'avenir. Pour ceux qui veulent creuser, voir les tableaux comparatifs et les chiffres sous les yeux, on a mis le lien direct vers le guide complet du conseiller fiscal dans la description de l'audio. C'est gratuit et c'est une mine d'infos. Et il propose aussi un bilan fiscal gratuit sous 48 heures ouvrées pour analyser chaque situation. Le lien est juste en dessous. Faut pas s'en priver. Avant de se quitter, petite question à laquelle on adorerait que vous répondiez dans les commentaires. Parmi toutes les destinations évoquées aujourd'hui, laquelle vous attire le plus pour une future installation? Plutôt le dynamisme de Dubaï, la douceur de la Thaïlande, le cadre de l'île Maurice ou complètement autre chose?
Dites-nous tout ça. Et bien sûr, la fiscalité, c'est pas que l'assurance vie. Dans une prochaine session, on va attaquer d'autres sujets tout aussi croustillants. Comment gérer son immobilier en France quand on est à l'étranger, avec une SCI. Ou encore le grand match sur la santé, la CFE contre l'assurance privée au premier euro. Un beau programme pour déjouer tous les pièges. Merci d'avoir suivi ce décryptage en profondeur et à très vite pour la suite.